C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club, le podcast qui célèbre la vie sans gluten avec authenticité et gourmandise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Cantero, une femme inspirante qui jongle avec brio entre deux univers qui semblent opposés, la médecine en réanimation et la pâtisserie. Médecin de profession, maman de 2 enfants et pâtissière passionnée, Leslie nous partage un parcours fascinant où la cuisine est bien plus qu'une simple activité. C'est un exutoire, une façon de s'exprimer et de se reconnecter avec elle-même. Mais son histoire prend un tournant inattendu il y a 1 an, lorsqu'elle découvre être hypersensible au gluten après des années de douleurs et de symptômes incompris. Cette révélation change sa vie et sa manière de cuisiner. Dans cet épisode, Leslie nous raconte comment un simple rééquilibrage alimentaire post-grossesse l'a menée à découvrir sa sensibilité au gluten et à changer ses habitudes. Les défis qu'elle rencontre au quotidien en tant que médecin, surtout face à l'absence de repas adaptés à l'hôpital, comment le yoga et la méditation l'aident à traverser les moments difficiles lorsqu'une erreur se glisse dans son assiette. Mais ce n'est pas tout. Leslie a relevé un incroyable défi en participant à l'émission d'M6 Ma recette est la meilleure de France, où elle a conquis le jury avec une tarte au citron et à l'hibiscus, 100% sans gluten et sans lactose. Un vrai message d'espoir et de gourmandise pour tous ceux qui pensent que manger sans gluten signifie renoncer au plaisir sucré. Passionnée et déterminée, Leslie travaille actuellement sur une e-formation de pâtisserie sans gluten pour transmettre son savoir et montrer qu'il est possible de se régaler tout en respectant ses contraintes alimentaires. Elle partage aussi ses indispensables en cuisine: farine de sarrasin, farine de riz brun, maïzena et psyllium. Avec Leslie, la pâtisserie devient un art de vivre, une parenthèse de créativité dans son quotidien exigeant de médecin. Son témoignage est une véritable source d'inspiration. Que vous soyez concerné par le gluten ou simplement curieux de découvrir un parcours hors du commun. Préparez-vous à plonger dans un épisode riche en émotions, en résilience et en gourmandise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Leslie. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club aujourd'hui pour un épisode. Je vais commencer par la première question que je pose à tout le monde, c'est: est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Leslie, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petits-enfants, j'habite à Toulouse et je suis médecin en réanimation. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, ton parcours professionnel en tant que médecin ? Oui, bien sûr. Alors à la base, moi, j'ai fait mes études à Lyon et puis je suis venue à Toulouse pour mon internat et depuis, j'y suis restée. Voilà, parce que j'aime beaucoup ici. Et j'ai commencé par une formation en médecine d'urgence. Ok. Donc j'ai exercé aux urgences quelques années au SAMU. Et puis moi j'avais vraiment une passion pour la réanimation, donc j'ai continué pour finir de me former sur la réanimation et maintenant ça fait 6 ans à peu près, 7 ans même que j'exerce que en réanimation du coup. Ok, ça marche. Et du coup, à quel moment la passion de la pâtisserie est arrivée chez toi ? Franchement, alors j'ai toujours bien aimé la cuisine. Quand j'étais petite, je faisais les gâteaux avec mon papy pour le repas du dimanche. Je faisais souvent le gâteau au chocolat, tout ça. Donc c'était quand même un truc que j'aimais bien, mais c'était pas très présent. Et en fait, je pense que ça s'est passé une fois où j'étais de garde. Je crois Noël, jour de l'an, enfin les deux. Du coup, j'ai pu aller nulle part avec personne. J'étais solo chez moi et trop déprimée dans des espèces de films de Noël toute seule. J'ai commencé à avoir un craving pâtisserie. J'ai fait des brioches, des trucs entre chaque garde. Et là, j'ai adoré. En fait, ça m'a remis dedans. Et puis après, j'ai commencé à vouloir faire d'autres recettes, à regarder des blogs. Et puis c'est parti un petit peu comme ça.
C'est ça, la passion est arrivée, comme ça et tu t'es plongée dedans. Exactement. Et comment, toi, l'univers un peu du sans gluten est arrivé à toi? Est-ce que, quel diagnostic tu as eu? Comment tu t'en es rendu compte? Par quels symptômes? Comment ça s'est passé? Alors, le sans gluten, ça fait pas longtemps que moi je découvert que c'était un souci. Ça va faire un an à peu près. Comment c'est venu à moi? Parce que j'ai toujours eu des symptômes digestifs qu'on avait étiquetés comme syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. Et donc, pour moi, c'était on vit avec ça. T'as ça, c'est un peu psychologique, c'est ton stress qui se met là. Donc j'ai jamais cherché plus loin en fait et je vivais avec ça, avec ces crises douloureuses, avec ce ventre qui gonfle, avec vraiment des jours où j'avais très mal au ventre. Mais c'était dans mon quotidien. Et en fait, après mes grossesses, je suis allée voir une diététicienne, simplement à la base pas du tout pour ça, pour refaire rééquilibrer mon alimentation en fait après la grossesse. Et en fait, je lui raconte un peu comment je mange et ce que j'ai comme symptômes. Et là, en fait, elle m'a parlé du régime FODMAPS Oui, tout à fait. que je ne connaissais pas alors que je suis médecin. Et là, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que c'est?» Et on l'a fait ensemble et là, j'ai découvert que j'avais un souci, vraiment clairement avec le gluten et les fructanes, en gros, et spécifiquement avec le gluten. Et là, j'ai vu que bon, après évidemment, j'ai éliminé des choses plus graves comme la maladie cœliaque pour être sûre que c'était pas ça. Et une fois qu'on a vu que j'avais, que j'avais pas d'anticorps, j'ai commencé à faire un régime sans gluten et là, ma vie s'est transformée. Je veux pas en faire genre, c'est miraculeux et c'est peut-être pas le cas chez tout le monde, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais moi, ça m'a changé la vie, littéralement. Je suis passée d'avoir, toujours, tous les jours mal au ventre, le ventre gonflé, pas pouvoir fermer mon pantalon, vivre avec mon élastique et tout ça, à, de temps en temps, évidemment, j'en ai un peu, puis des fois, je fais des écarts, conscient ou pas d'ailleurs, parce que des fois on se rend compte qu'on en a mangé a posteriori sans faire C'est exprès. ça. Mais ça a littéralement changé mon quotidien. Ouais. Et justement, quand tu as été voir la diététicienne et que vous avez parlé justement de l'alimentation FODMAP, donc au départ, ça consistait à retirer ton alimentation certaines choses pour après les réintroduire et voir ce qui posait problème, c'est ça? C'est ça, en fait, en gros, sur les 6 premières semaines, tu enlèves tous les aliments qui peuvent susceptibles d'être en fait. Contrairement à la maladie cœliaque, là, ce qu'on va rechercher, c'est les sucres fermentants qui vont être gênants sur le gluten. Et donc, sur le régime FODMAP, ça va être les fructanes qui sont dans le gluten, qui vont en gros être mal digérés par l'intestin et qui vont créer les ballonnements et tout ça. Donc, c'est pas le même mécanisme, mais les résultats sont le même. Et c'est ce qui fait aussi que c'est fonctionnel et pas dangereux pour la santé. Ouais, c'est ça. OK. Et justement, quand tu as évincé, le gluten, est-ce que justement tes symptômes, ils se sont immédiatement, arrêtés? Est-ce que tu as attendu quand même quelques jours? Et justement, est-ce que tu t'es dit, «OK, c'est peut-être la réponse à ma question de j'ai des problèmes digestifs»? C'était pas immédiat, dans le sens où j'ai pas eu plus du tout de symptômes. Il a fallu En fait, je pense qu'on est dans une espèce de phase inflammatoire permanente et donc j'ai tout de suite senti quand même que j'avais le ventre moins gonflé et qu'il y avait quand même quelque chose qui se jouait sur cet aliment. Et du coup, quand on l'a vraiment évincé, je dirais que ça a mis un mois et demi à ce que j'ai plus de symptômes. En faisant vraiment attention, quand je fais vraiment attention, j'ai quasiment plus rien. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que justement, tu avais des ballonnements, que justement, on connaît tous le fait de déboutonner son pantalon parce que ça passe plus du tout. Justement, toi, dans ton activité quotidienne et dans ton métier, ça devait être un peu problématique de temps à autre quand même. Alors, pour le coup, j'ai de la chance, si on peut parler de chance, comme je suis globalement habillée en tenue Ah de oui, bloc c'est toute vrai. parce que je fais des gardes en tenue de bloc, donc c'est comme si j'étais un peu en pyjama toute la journée. Donc en fait, ça, c'est pratique, c'est pas forcément gênant, par rapport à un jean où si on est assis toute la journée dans un bureau, c'est beaucoup plus invalidant. Donc là, moi, comme je suis beaucoup debout avec des vêtements amples, ça me gênait moins. Ouais, c'est ça. Bon, c'était le bon côté des choses, on va dire. Et justement, le fait que tu sois médecin,
ça n'a pas aidé, enfin, est-ce que ça a aidé ou pas dans la prise en charge de ta maladie et dans le fait de découvrir un peu plus vite ce que tu avais? Alors jusque-là, ça m'avait pas servi du tout parce que je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien ou pas suffisamment, sur les maladies liées au gluten, sur les types de pathologies qui pouvaient être liées au gluten et ce qu'elles impliquaient. Donc en revanche, comme, je suis médecin et que j'aime bien comprendre et que j'aime bien aussi que ce soit scientifique ou qu'il y ait une explication, en tout cas scientifique aux choses, je me suis beaucoup renseignée derrière, j'ai lu beaucoup d'articles médicaux et cetera et là, je dirais qu'après ça m'a aidé bien sûr sur en gros l'expertise derrière et la compréhension des mécanismes. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie, de tous les jours pour éviter ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est malade et qu'on se dit, ah là là, j'arrive pas à savoir ce que j'ai ou que les médecins trouvent pas forcément, on se dit, si j'étais médecin, je le trouverais. Mais tu vois, t'es bien l'exemple de se dire, c'est pas forcément parce qu'on est médecin qu'on va trouver plus facilement son diagnostic sur soi. Non, ça c'est tellement en plus, pas spécifique comme symptômes. C'est des symptômes qui peuvent être dans plein de situations et qui représentent pas une seule chose. Donc c'est difficile, d'y penser, disons que c'est le temps et l'expérience qui va faire qu'on va associer tous les points et y penser, mais quand on voit, des gens qui sont cœliaques et qui sont diagnostiqués à 40 ans ou 50 ans, enfin, c'est quand même, fou, quoi. Ouais. Et ça me fait penser au départ quand tu disais que on avait plus ou moins associé ça à un syndrome de l'intestin irritable. J'ai l'impression que c'est pour quand même pas mal de personnes quand on n'est pas cœliaque, on n'a pas une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. C'est un peu la case, un peu joker, j'ai envie de dire, pour se dire, comme on n'arrive pas à trouver, on met un peu sur le dos de l'intestin irritable. Mais en effet, là, il y avait peut-être plus de sujets à creuser l'histoire du gluten, même si c'est pas la maladie cœliaque, une hypersensibilité au gluten de ton côté, parce que est-ce que tu as d'autres problématiques comme le lactose ou d'autres sujets ou pas? Alors, le lactose, je l'ai testé du coup via le régime, FODMAP et heureusement pour moi, ça va parce que, entre les pâtisseries et puis moi, j'en consomme beaucoup, que ce soit, lait, fromage, et cetera, je suis bien contente de pouvoir en manger encore, heureusement. Mais c'est souvent associé. Clairement, et en fait, on sait que c'est des aliments qui sont pro-inflammatoires en règle générale, donc c'est expliqué aussi, par exemple, les gens qui ont, comme tu disais, rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn, c'est des gens qui vont avoir des poussées qui vont être favorisées par la prise de ces aliments-là et enfin, en gros, toutes les maladies auto-immunes aussi qui sont pas forcément, la maladie cœliaque, mais donc il y a cette explication aussi sur le fait que c'est des aliments inflammatoires et qui peuvent favoriser les poussées ou les crises. Et après sur l'hypersensibilité, je suis d'accord, c'est un peu le fourre-tout de tout ce qu'on sait pas encore, de tout ce qu'on n'a pas encore expliqué et on n'a pas encore tout expliqué. Et je pense que c'est aussi parce que c'est multifactoriel. Contrairement à une maladie où on sait qu'il y a un anticorps qui se dirige sur une partie du corps, ça c'est entre guillemets une fois qu'on a trouvé le diagnostic facile à prouver. Là, on est sur des choses qui vont être fonctionnelles, symptomatiques, qui vont être des ressentis des gens, décrits par les gens. Et chacun a une sensibilité différente ou un ressenti différent. Donc, c'est très dur d'avoir une prise en charge unique, une case unique. Et en plus, enfin de tout ce que j'ai appris, en tout cas en me penchant sur le sujet, c'est voilà multifactoriel. Il va y avoir des causes environnementales qui vont être liées principalement, par exemple, au traitement du blé sur les années, les modifications agroalimentaires qui jouent beaucoup sur le fait qu'on est de plus en plus nombreux à pas digérer le gluten et que c'est vrai, c'est un fait. Et ensuite, il va y avoir le microbiote qui se modifie aussi énormément lié à, pareil encore à l'environnement, à tout ce qu'on mange, à tous les aliments transformés, avec un microbiote qui est beaucoup moins performant qu'avant et qui digère encore moins bien. Donc tout ça associé, et effectivement, on a tendance aussi à montrer qu'il y a une part chez les hypersensibles de psychologique, mais pas dans le sens négatif. Je dis pas Oui, oui. dans ce sens-là, c'est que effectivement le cerveau va renforcer négativement quand on est en contact avec cet aliment et il va favoriser les symptômes. Donc il y a aussi un travail aussi à faire là-dessus et c'est tout ça qui fait que c'est difficile de faire le diagnostic. Ouais, totalement. Et justement, quand tu as vu ta diététicienne pour justement mettre en place une alimentation FODMAP, est-ce que ça t'a permis de découvrir un peu des nouveaux produits et d'instaurer peut-être une nouvelle organisation dans ton alimentation? Alors sur le coup, les 6 semaines d'éviction, c'était l'enfer Ouais. parce que là, on enlève tout et on sait pas ce qu'on peut manger.
Donc c'est vraiment, on se rend compte que c'est horrible, à quel point déjà c'est présent dans notre quotidien. Une fois que j'ai vu que c'était le gluten, c'est moi de mon côté qui est tout revu pour découvrir des nouvelles manières de manger. Et ça, c'est aussi un moment où on n'est pas du tout accompagné. C'est un truc, même avec la diététicienne, elle m'a dit en gros, voilà le régime FODMAP, c'est comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Mais oui, pas plus. Faut se débrouiller, quoi. Ouais. Donc, faut peut-être regarder sur Internet, lire des bouquins et s'organiser de son côté, quoi. Exactement. Et je crois que quand on avait discuté ensemble, tu m'avais dit que pendant ta grossesse, les symptômes s'étaient réduits, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors on sait souvent pendant la grossesse que les pathologies inflammatoires ou les poussées diminuent. Moi, je suis quelqu'un qui a des migraines et qui avait des symptômes digestifs. D'ailleurs, je pense que c'est carrément lié. Mais ouais. Et tout ça, ça a disparu pendant mes 2 grossesses. Je n'avais plus de poussées digestives. Je mangeais du gluten, mais j'avais plus de migraines. Donc vraiment. Et par contre, après, c'est revenu encore plus fort en fait. D'accord. Ok. Donc c'est là où c'était vraiment invalidant et notamment au niveau des symptômes digestifs et donc ouais, c'est là où tu as tout mis en place. L'urgence de s'en occuper. Ok, ça marche. Moi, je voulais connaître un peu les grands défis que tu rencontres au quotidien avec cette hypersensibilité au gluten. Alors, comme tout le monde, tous les jours. Franchement, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un moment où il faut pas y réfléchir ou se poser la question. Sauf si on mange chez soi toute la journée, mais dès qu'on sort, en fait, c'est une question. Et alors moi, dans mon quotidien, là où j'ai le plus de difficultés, c'est quand je suis au travail, pour le coup. Donc moi, j'ai des plateaux, j'ai les mêmes plateaux que les patients, quand je mange ou je vais au self. Et là, c'est hyper compliqué. Il y a des fois aucune option sans gluten. J'arrive, il y a des pâtes avec une escalope panée, avec je sais pas quoi en entrée. Enfin, ingérable, quoi. Et des fois, je mange rien, en fait. Même les légumes, il y en a des fois pas, ou alors c'est mélangé. Enfin, donc c'est très compliqué. Et là aussi, ça m'a fait prendre conscience que si c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour les patients, et que pour les patients cœliaques, c'est un véritable problème que je n'avais jamais vu et qui maintenant me saute aux yeux. Donc ça, c'est compliqué. Je dirais le plus, c'est au travail, parce que là, j'ai pas le temps d'aller m'amener ma nourriture ou d'aller ailleurs pour acheter autre chose. Et donc franchement, ça complique énormément les choses. Ouais. Et justement, à l'hôpital, ils mettent pas pour les patients une alimentation spécifique, enfin des plateaux spécifiques. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué à mettre en place pour chacun des patients. Alors, il existe des régimes spécifiques diabétiques, sans sel, pour les dialysés, enfin tout ça, ça existe. Pour les cœliaques, enfin sans gluten, je pense qu'il y a peut-être quelques endroits en France où ça existe, mais moi, tous les endroits où j'ai travaillé, et j'ai travaillé dans quelques villes différentes et dans plusieurs endroits, je n'ai jamais vu. Ok. D'accord. Donc je pense que c'est un souci, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, c'est compliqué, mais si on est cœliaque, ça reste une cause médicale, et là, les gens, ils n'ont pas le choix et ils n'ont pas de possibilité. Quand on est hospitalisé, on peut pas trop aller s'acheter son truc ailleurs, quoi. C'est ça, exactement. Et donc on va peut-être travailler là-dessus. On a des suggestions là à envoyer. Et est-ce que tu as trouvé des astuces, toi, pour t'aider alors si tu dois en manger si tu t'es pas rendu compte que tu as ingéré du gluten et que tu as ton ventre qui gonfle ou des douleurs abdominales, outre peut-être des médicaments, est-ce que tu as trouvé des astuces qui pouvaient t'aider, je sais pas, une bouillotte ou des choses comme ça qui t'aident toi au quotidien? Moi, ce qui m'aide beaucoup, ça va être, alors après, je fais beaucoup de yoga et de méditation dans ma vie, et ça m'aide. En fait, je veux dire, c'est surtout la respiration, et en gros, le fait de peut-être couper un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que quand je vois que j'ai une crise qui arrive et que j'ai mal au ventre, j'essaie de beaucoup travailler ma respiration abdominale, c'est de diminuer un peu ce côté, d'un coup ça part et ça prend des proportions, et de me mettre dans ma bulle et d'essayer de dire ok, j'ai pas mal, voilà, ça va passer, c'est quelque chose qui est temporaire, et de calmer un peu tout ça, et ça a tendance à fonctionner quand même. En tout cas, j'ai la crise, mais elle dure moins longtemps, j'ai l'impression. Ok, ouais. Donc tu arrives à te concentrer pour éviter justement que cette crise te prenne trop de place Oui, sur c'est toi. ça. Ouais, peut-être moins mettre le focus dessus, et passer un peu à autre chose aussi. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire ça. C'est pas magique, mais ça. Ouais.
C'est des choses qui fonctionnent. Super. Je voulais aborder le fait que tu aies participé à Ma recette est la meilleure de France. Je voulais que tu nous parles un peu justement de ton expérience sur cette émission. Alors, c'était assez incroyable. Du coup, quand j'ai été sollicitée pour participer à cette émission, il fallait que je crée ma recette pour le jury. Et bon, évidemment, c'était de la pâtisserie pour moi, ça c'était une évidence. Et là, je me suis dit, parce qu'en fait, du coup, moi, je faisais de la pâtisserie depuis 4 ans. Mais je faisais de la pâtisserie classique, enfin avec du gluten. Et donc depuis 1 an, j'avais commencé à retravailler tout ça sans gluten, en me disant, bah au fait, soit t'arrêtes la pâtisserie, soit tu fais autrement. Et comme j'aime bien me challenger, j'ai fait ça autrement. Et là, je me dis, mais c'est l'occasion aussi d'aller challenger aussi le jury et peut-être de faire découvrir aussi qu'on peut manger sans gluten une belle et bonne pâtisserie. Et donc voilà, ça c'était mon challenge de l'émission. Donc j'ai essayé de faire une jolie tarte au citron à l'hibiscus, voilà, avec un beau visuel qui était gourmande et qui était 100% sans gluten. Pour le coup, elle était aussi sans lactose, donc ça pouvait être pas mal pour tout le monde. J'ai pas fait exprès, mais c'était bien. Et en fait, vraiment, j'étais super contente parce que déjà j'ai réussi à faire quelque chose que je trouvais bon et beau. Euh, donc ça, c'était déjà une première fierté. Et surtout, le jury a trouvé ça très très bon et très très beau aussi. Et ça m'a permis d'aller assez loin dans l'émission. Donc vraiment super contente d'avoir pu montrer qu'on peut se régaler comme ça. Et il y a une des chefs qui a bien soulevé qu'il y avait quand même de plus en plus de demandes par rapport à ça en restauration, que c'était un sujet et que c'était très bien de le développer aussi. Donc je pense que sur ça change un peu. Même voilà, il y avait Cyril Lignac qui est pas trop qui aime pas toujours les trucs un peu comme ça et qui a trouvé la pâte assez bonne et qui a trouvé que j'avais quand même pas trop mal réussi l'exercice. Donc j'étais quand même vraiment contente de pouvoir faire passer ce message. Ouais, c'est hyper important justement quand j'ai vu du coup sur Instagram ta vidéo. Il y a Zoé No Gluten aussi qui a Oui. participé et je me suis dit justement c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes à représenter le sans gluten parce que bon, c'est un peu toujours mis dans la même case des bobos parisiens ou des personnes qui veulent maigrir alors que ça a vraiment rien à voir. Rien à voir. Et donc de pouvoir mettre en place cette démocratisation, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et en effet, certains jurys, on se disait, ouh là là, comment ça va être pris? Finalement, c'est bien passé, donc c'est chouette. C'était super. Et justement, pour toi, c'est important de pouvoir démocratiser l'alimentation sans gluten et aussi sans lactose, là, pour le coup, mais pouvoir en parler vraiment au grand public pour en faire un peu parler de la maladie aussi d'un côté. Je pense que c'est très important pour 2 raisons. Pour ceux qui ont déjà identifié qu'ils avaient un problème, alors que ce soit une maladie cœliaque ou une hypersensibilité ou une allergie, bref, tous les gens qui ont identifié leur problème. Parce que ces gens, je pense qu'ils pensent que c'est fini, voilà, ils peuvent plus manger de pâtisserie ou doivent arrêter certains aliments ou que c'est terminé. Et ça les frustre ou ça les bloque ou forcément c'est pas très épanouissant. Ou alors ils pensent qu'on est obligé de faire des trucs pas bons. Ouais, c'est ça. C'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai que démocratiser ça, déjà montrer que il y a du monde qui est touché, parce qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres, on est quand même à peu près, si on mélange toutes les pathologies liées au gluten, 8%, ce qui est quand même beaucoup, 8% de la population, Tout à fait, ouais. plus tous ceux qui ne le savent pas. C'est ça. Donc, je pense que ça, c'est l'autre partie, c'est aussi peut-être sensibiliser des gens qui vivent avec ce côlon irritable ou cette syndrome de l'intestin irritable depuis tant d'années, et c'est pas forcément ça qu'ils ont. Je sais pas ce que je veux dire, c'est pas tous les côlons irritables qui ont ça, mais peut-être se dire, est-ce que j'ai un souci avec ça, et peut-être que je peux explorer cette piste, et si c'est le cas, ça peut changer aussi leur quotidien. Ouais, totalement. Très chouette. Je voulais également parler de ta formation en e-pâtisserie sans gluten. Tu vas en lancer une et je voulais savoir d'où t'était venue un peu l'idée justement. Alors c'est vrai que je travaille actuellement sur cette formation e-pâtisserie sans gluten. Donc l'idée, elle est simplement venue du fait que j'ai créé toutes ces alternatives depuis 1 an sur ma pâtisserie, à la base pour moi, pour me challenger moi et pour continuer à manger des gâteaux, parce que c'est mon kiff quand même. Et en fait, je me suis dit, en fait, tout ça, je l'ai appris
Et faut le transmettre, faut le partager parce que c'est un gain de temps énorme pour les gens. C'est aussi une manière de leur donner l'opportunité de se faire plaisir et de pouvoir remanger des pâtisseries, que ce soit pour les gens qui sont touchés ou des gens qui ont des proches qui sont touchés ou des enfants parfois qui peuvent pas manger le goûter, le gâteau d'anniv. Enfin, c'est hyper triste. Ouais, totalement. Ou voilà, là ça va être Noël et ben la bûche. Non, en fait, tout le monde doit pouvoir manger, se régaler avec ses proches parce que c'est des moments de partage. Pour moi, la pâtisserie, c'est des moments de convivialité. Donc c'est important que ce soit inclusif, que tout le monde puisse en profiter. Et du coup, ça, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible, j'ai envie de leur apprendre comment faire, j'ai envie qu'ils aient un endroit sûr où ils peuvent retrouver toutes les informations sans avoir besoin de scroller tout Internet et de perdre du temps, d'aller à droite, à gauche ou de toujours tout adapter. Et du coup est né le projet de formation e-pâtisserie sans gluten. Trop chouette. Et ce sera des formations où même les débutants comme moi, on peut s'y mettre. Ouais, j'ai vraiment axé. Alors voilà, justement pour pas que les gens prennent peur non plus en se C'est disant ça. voilà, mais je peux pas faire ça et j'ai pas ce niveau-là et je comprends bien sûr. J'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à faire des gâteaux comme ça, mais la première formation ce sera les bases. Ouais, Je ok. suis en train de développer les bases avec les biscuits et les pâtes. Mon but c'est que les gens aient les bases pour s'ils soient débutants le faire facilement, que ce soit accessible, que ils puissent ensuite développer après s'ils veulent continuer avec ces bases-là des choses plus poussées, des recettes plus poussées. Et pour ceux qui ont déjà un certain niveau, eh ben ils peuvent utiliser ces bases et les intégrer dans leurs recettes un peu plus poussées. Mais clairement, ce sera accessible à tout le monde. Et mon but aussi, c'est de le faire de façon pratique, c'est-à-dire chaque fois que je fais une recette d'un biscuit, je le décline en 3-4 recettes différentes. Donc il y aura la vidéo détaillée pour que les gens puissent bien suivre parce que c'est toujours plus facile que dans un livre de recettes. Donc je vous prends un peu par la main pour vous montrer comment on fait. Donc ça aide. Bien sûr, il y aura aussi tout un truc accessible où je répondrai aux questions pour les gens, voilà, de façon un peu permanente, donc pour les aider. Et ensuite, il y aura des e-books avec la déclinaison de la recette avec des variantes soit très accessibles, des produits qu'on trouve au supermarché du coin qui sont pas chers, base de fond de placard que tout le monde peut avoir, une partie avec peut-être des nouvelles farines, des choses intéressantes pour découvrir tout ça, justement les alternatives, découvrir des valeurs nutritionnelles qui peuvent être aussi plus intéressantes sur le côté nutritif, ça c'est aussi de mélanger mon monde de la pâtisserie et de la santé. Et à chaque fois, j'essaie de mettre aussi une variante sans lactose, même si c'est pas mon principe de base, parce que je vois bien que ça touche aussi beaucoup de monde d'avoir les deux. Donc pour chaque recette, il y aura un peu tout ça et pour Trop essayer de bien. contenter un maximum de monde. Trop chouette. Bah, j'ai hâte de découvrir tout ça. Moi Et, aussi. et je voulais savoir justement ce que tu... est-ce que les alternatives sans gluten sont encore méconnues? Enfin, quel est ton avis un peu là-dessus? Est-ce que tu penses que ça se démocratise quand même pas mal côté Instagram et grand public? Alors je pense que pour le coup, et j'aime pas forcément dire ça comme je suis médecin et j'aime bien les trucs très scientifiques et qu'Internet ça peut vite être quelque chose où on trouve des fausses informations. Donc faut toujours avoir un esprit critique et être vigilant. Mais quand même heureusement qu'il y a toutes ces plateformes et ces blogs et ces comptes Instagram de gens qui vivent le problème au quotidien et qui donnent des astuces au quotidien. Tu parlais de Zoé No Gluten, enfin tous ces gens qui sont quand même voilà, qui aide énormément le quotidien de ces gens-là parce qu'en fait, médicalement, soit on n'a pas le temps de le faire, même les diététiciens n'ont pas toujours le temps d'accompagner. Donc, c'est cet accompagnement qui manque un peu et qu'on va trouver sur Internet. Donc oui, il y a des informations qui sont vraies et qui sont bien. Il faut juste bien les trier. Et après, sur la démocratisation des produits en général, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Bon, la première, j'ai découvert 1000 choses que je ne connaissais pas. Et en fait, il y a énormément d'alternatives. Donc, il faut pas voir ça comme un obstacle majeur, c'est juste un changement d'habitude. Trop bien. Eh ben, on va prendre tous ces conseils. Et justement, pour un pâtissier débutant un peu comme moi, où la cuisine c'est très compliqué parce que t'as l'impression que tout ce que tu fais c'est un peu raté, pas très beau. Quels sont pour toi les premiers conseils et les premiers outils de pâtisserie qu'il faut avoir chez soi?
Alors pour moi, si on parle d'ingrédients, je vais en donner 3 que tout le monde doit avoir dans ses placards et qui peuvent vous servir pour tout. Ça va être, pour votre mix de farine, en gros, sans gluten, farine de sarrasin, farine de riz brun, parce que la farine de riz blanche, elle a un index glycémique qui est plus élevé, donc elle est moins intéressante nutritionnellement et surtout, elle est friable. Et c'est ça qui va donner... Il y a moins de côté friable sur la farine de riz brun. Et enfin, la maïzena, hein, la fécule de maïs, ça fonctionne très, très bien. Et après, le petit plus qui peut être intéressant, c'est le psyllium. Donc, ça, c'est pour le côté texturant, parce que souvent, le problème, ça va être la texture. Et donc, ça, c'est naturel, ça vient d'une plante, et ça, en plus, ça va donner la bonne texture, et ça a des propriétés aussi pour le microbiote et pour l'intestin. Donc, c'est vraiment une super, super plante qu'il faut avoir aussi, et qu'on trouve dans les magasins bio. Et ensuite, le matériel, au début, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire un biscuit, hein. Juste un petit moule et un four. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, il n'y a pas d'excuses. On peut tous Non, tester. on peut tous tester. Vraiment, il y a toutes les recettes de base. On peut tous faire un cookie, on peut tous faire un brownie ou une madeleine. Voilà, on peut tous y arriver. Et puis, au fur et à mesure de faire les recettes, ce sera de mieux en mieux. Et en fait, ce qui est génial avec la pâtisserie, c'est qu'on peut après intégrer, par exemple, je parle de la madeleine. Donc la madeleine, on la voit comme ça en biscuit toute seule, mais en fait, ça peut aussi être un biscuit qu'on fait sous le même format, mais qu'on met dans un gâteau et qu'on incorpore dans un entremets ou une tarte, et ça prend tout de suite une autre dimension. Et vous pouvez mais vous éclater, être créatif et faire des desserts qui sont incroyables avec des bases simples. Trop chouette. Et avant d'aborder la dernière partie, j'avais une question. C'était que là, déjà, tu as un métier hyper passionnant et prenant en tant que médecin. En plus, la pâtisserie, je voulais savoir si tu avais d'autres projets, justement, autres que la formation, parce que tu dois avoir un quotidien bien chargé. Alors c'est vrai que là, je suis bien occupée. Plus les enfants qui sont petits, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps libre, mais c'est des choses qui sont passionnantes. Moi, j'adore mon métier, il est passionnant aussi, mais c'est vrai que j'ai pas de créativité, et puis il est un peu lourd quand même sur le plan moral. Parfois, c'est pas toujours facile. Donc la pâtisserie, en fait, c'est aussi mon exutoire, ça me fait du bien, ça m'éclate, il y a une créativité que j'ai pas dans mon quotidien, donc c'est aussi pour ça que je prends le temps de l'avoir. C'est hyper important pour mon équilibre. Après, je fais aussi beaucoup de sport pour essayer d'équilibrer tout ça. Mais du coup, oui, j'ai d'autres projets, j'en ai tout le temps en fait, c'est évolutif. Là, c'est la formation, j'ai vraiment envie de la sortir là en 2025. Le plus vite possible. Donc là, je suis en train de la tourner. Je la tourne dans la limite du temps que j'ai pour faire mes modules. Entre le reste de mon temps, ça va pas aussi vite que ce que je voudrais, mais en tout cas, je vais la sortir prochainement. Et puis derrière, on verra ce que ça ouvre, soit peut-être compléter les modules et les formations en fonction des retours des gens, des besoins des gens. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Et ensuite, peut-être voilà, ce que je te disais, je trouve quand même qu'il y a quand même un souci au niveau de l'accompagnement des gens sur ce plan nutritif, et peut-être aider les gens qui découvrent ou qui commencent, qui débutent un régime sans gluten, voilà, les accompagner à faire ça, à avoir des choses qui peuvent être chouettes, à avoir tout ce module de pâtisserie à côté pour qu'ils puissent s'éclater. Bref, c'est quelque chose qui m'inspirerait beaucoup. C'est vrai que je pense notamment au salon de thé ou les endroits comme ça qui ont vraiment tout intérêt à développer vraiment leur gamme sans gluten. Et c'est vrai que si toute cette partie un peu que j'ai quand même développée peut les aider d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi un projet qui peut être intéressant. Trop bien. Ah, j'ai hâte de voir ça alors. Quel message tu aimerais justement adresser aux personnes qui découvrent qui sont hypersensibles au gluten? Alors, j'aimerais bien leur dire qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a beaucoup de monde déjà. Donc, pas croire que ça va être hyper dur tout seul. Et il faut juste trouver les bonnes ressources. Et ça peut être simplement, comme je disais, une autre manière en fait de s'adapter. Et il faut voir ça peut-être des fois comme une opportunité au lieu de le voir comme une contrainte. Ouais, totalement. Ça permet de voir les choses différemment, d'explorer d'autres choses qu'on n'aurait pas faites si on n'avait pas eu ça. Et c'est aussi des choses qui vont améliorer notre quotidien et notre bien-être, et finalement qui peuvent être bonnes pour notre santé au quotidien et surtout même sur le long terme. Et donc forcément,
Ça, c'est des points de gagner pour plus tard, donc ça peut être aussi un avantage. Totalement. Et justement, si tu devais répondre aux sceptiques qui pensent que le sans gluten, c'est une mode, est-ce que tu aurais un petit mot pour eux ou pas? Ah ouais, j'ai carrément un mot pour eux. C'est: est-ce que tu as déjà essayé de faire une mode plus relou que le Ouais. sans gluten? Est-ce que tu as déjà essayé franchement de faire ce truc où tu payes tout 3 fois plus cher, où quand tu vas au resto, tu peux rien manger, quand tu vas chez des potes, tu es chiant, tu es obligé de dire que tu peux pas manger et que tu es toujours obligé de te trimballer avec tes trucs à toi? Non, franchement, personne fait du sans gluten parce que ça le fait marrer ou que c'est la mode, c'est juste insupportable. Donc franchement, non, les gens qui font ça, ils ont soit besoin de le faire, soit pas le choix de le faire et donc ça n'est pas une mode. Ah bah, merci beaucoup Leslie de réappuyer là-dessus, c'est très très important. Pour la dernière partie du podcast, j'ai quelques questions à te poser sur tes recommandations. Donc je voulais connaître ton plat préféré sans gluten. Alors, mon plat préféré sans gluten, ça va quand même être, des pâtes sans gluten, en fait, parce que les pâtes, c'est trop bon Ouais. et c'est voilà, c'est un truc qui est difficile de plus avoir, donc les pâtes sans gluten, clairement. C'est validé. Est-ce que tu as un restaurant préféré sans gluten? Alors à Toulouse, c'est compliqué, hein, on n'a pas une offre, vraiment purement sans gluten. Après, il va y avoir, des endroits, là je parlais de pâtes, par exemple la Compagnie Française, c'est un restaurant qui va faire, des options, de pâtes sans gluten. Donc voilà, c'est un restaurant italien. Parfait. La nourriture italienne, si elle pouvait être développée en sans gluten en France, ce Ah ouais. serait, Sachant qu'en un grand Italie, ils le plaisir. font beaucoup, hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ce serait bien qu'on ait un peu plus de choix. Ouais, c'est clair. Surtout quand on n'est pas de Paris, on a forcément Oui, beaucoup moins de choix. franchement, à Paris, ça va un peu, mais quand on voit par rapport aux autres pays, on a 10 ans de retard, hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors j'aime bien Zoé No Gluten parce que j'aime bien la fraîcheur. Après, sur les recettes en elles-mêmes, je les applique pas forcément parce que, voilà, mais j'aime bien son approche, en tout cas et ça ouais, la manière dont elle aborde les choses, de façon très, très sympa. Trop chouette. Et je voudrais savoir si tu avais une marque sans gluten justement, que tu aimerais conseiller parce qu'elle est bio ou elle est locale ou alors parce que toi tu l'utilises pour ta pâtisserie, tu trouves que c'est une bonne marque? Alors, si tu veux parler des matières premières ou des matières, on va dire des marques toutes faites, industrielles. Matière première, pardon. Alors sur les matières premières, j'aime bien utiliser, les matières premières de la marque Coro Ah oui, sur OK, ouais, je internet. vois. Ouais. Je trouve qu'ils ont beaucoup de choix. Souvent, il y en a qui sont bio. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut tout commander en pack en fait Ouais. et recevoir toutes ces matières premières et ces farines. Et il y a les farines de lupin, les alternatives quinoa, tout ça qui sont des fois dures à trouver et qu'on trouve sur ce genre de site. Et souvent il y a des affiliations, il y a plein C'est ça. d'influenceurs qui ont des pourcentages dessus, donc c'est assez chouette de pouvoir commander là-dessus. Trop bien, ça marche. Et ben merci beaucoup Leslie, hein, d'avoir partagé, ton parcours, ton expérience et tes recos sur le Gloomy Club. Eh ben, merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you